On parle énormément de l'IA pour aider les élèves, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence artificielle débarque non pas dans la salle de classe, mais dans les bureaux de la direction pour gérer l'école tout entière? D'un côté, on nous promet une véritable révolution, mais de l'autre, il y a des risques. C'est un peu le match qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. La promesse contre le péril. Alors, la promesse, il faut bien l'avouer, elle est super séduisante. Imaginez un peu, fini les casse-têtes interminables pour faire les emplois du temps, une gestion des absences qui se fait toute seule et des ressources qui sont allouées pile là où il faut au bon moment. C'est un peu le rêve d'une école qui tourne comme une horloge. Vous voyez, le tout piloté par les données pour que chaque élève ait vraiment toutes les chances de réussir. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Ceux qui promeuvent l'IA à l'école, ils en parlent très sérieusement comme d'un levier d'efficacité, d'innovation et de pilotage fondé sur les données pour soutenir la réussite. Rien que ça. L'ambition, elle est là, on veut changer la donne. Bon d'accord, la vitrine est belle, mais comme toujours, il faut aller voir ce qui se passe en coulisses. Que cache vraiment cette belle promesse de modernité? Quels sont les risques éthiques et sociaux qu'on a un peu tendance à oublier de mentionner? C'est là en fait que ça devient vraiment intéressant. Allez, premier cas concret pour illustrer ça. On part à Los Angeles en 2024. Le district scolaire de la ville lance en grande pompe son tout nouvel outil, un chatbot, un agent conversationnel qui s'appelle Ed, et il est censé tout révolutionner. L'idée de départ, franchement, elle était parfaite. Un outil tout simple pour que les parents et les élèves puissent accéder aux notes ou signaler une absence en 2 clics. Pratique, non? Sauf que le rêve a vite viré au cauchemar. Le chatbot a dû être arrêté en catastrophe. Et la raison? Des failles énormes et des fuites massives de données personnelles. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour faire simple, à peu près tout. Personne n'a vraiment donné son accord pour l'utilisation de ces données. Les règles de base de la confidentialité ont été complètement ignorées. Et le pire du pire, c'est que les données des élèves ont été utilisées pour entraîner l'IA, sans le moindre contrôle. Et bien sûr, quand le scandale a éclaté, impossible de savoir qui était vraiment responsable. Et ça pose la question qui fâche. Quand une IA a fait une erreur, c'est la faute à qui? Au développeur qui l'a créé? À l'école qui l'utilise? Au district qui l'a acheté? Avec le fiasco de Ed, cette question est restée sans réponse. Et ça a laissé un vide juridique immense et une sacrée polémique derrière. Passons à un deuxième cas, et là, le danger est peut-être encore plus insidieux. On va parler des préjugés de la machine. Pour ça, prenons l'exemple du lycée Minerva, un cas fictif mais qui est directement inspiré par les recherches sur l'éthique de l'IA. Là encore, l'idée de départ semblait géniale. On se dit, on va utiliser une IA pour repérer les élèves qui sont en difficulté, et comme ça, on pourra leur proposer de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Sauf qu'au lieu de tendre la main, la machine s'est mise à pointer du doigt. Et ça créait des étiquettes et un vrai climat de méfiance dans les couloirs de l'école. Le résultat concret, des élèves se sont retrouvés classés à risque, souvent à tort, avec une étiquette qui leur collait à la peau. Les profs, de leur côté, ont eu l'impression que leur jugement professionnel, leur expérience du terrain, ne valait plus rien face au verdict de l'algorithme. C'était la machine qui dictait la marche à suivre, plus l'humain. Et tout ça, ça illustre parfaitement un concept clé qu'il faut absolument comprendre, le biais algorithmique. En gros, c'est la tendance d'une IA non seulement à reproduire, mais carrément à amplifier les inégalités qui existent déjà dans notre société. Un algorithme n'est jamais neutre, il est souvent le miroir et même une loupe de nos propres préjugés. Allez, troisième et dernier cas. On change de décor, on change de continent. Direction l'Afrique de l'Ouest avec un autre chatbot imaginaire, InfoSchoolBot. Et lui, il met le doigt sur un problème immense, celui de l'angle mort culturel. Le principe était simple, un assistant virtuel pour aider les profs et les parents. Le problème, c'est qu'il a été nourri presque uniquement avec des données occidentales. Du coup, le résultat est complètement surréaliste. Le bot se met à inventer des informations, ce qu'on appelle des hallucinations. Il ignore les langues locales, il cite des lois européennes comme si c'était la norme partout, et il propose des méthodes d'enseignement qui sont juste impossibles à appliquer sur le terrain. Un vrai dialogue de sourds. Face à ce genre de situation, certains chercheurs utilisent une expression très forte. Ils parlent de colonialisme algorithmique. L'idée est à la fois simple et terrible. Une seule vision du monde, une seule culture, souvent occidentale, finit par écraser toutes les autres à travers la technologie. Elle les rend tout simplement invisibles. Bon, le constat est un peu sombre, c'est vrai, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? Surtout pas. Il existe des pistes pour construire une IA qui soit plus juste et plus responsable à l'école. Et tout ça, ça peut tenir en 7 principes clés. Regardons ces 7 piliers de plus près. D'abord, la transparence, on doit pouvoir comprendre comment l'IA prend ses décisions. Ensuite, la justice et la non-discrimination pour justement combattre les biais qu'on a vus. Évidemment, la protection des données et le consentement, c'est la base pour ne pas revivre un fiasco comme celui de Ed. Le 4e point est crucial, c'est la primauté du jugement humain. L'enseignant doit toujours avoir le dernier mot. Il faut aussi pouvoir superviser et auditer ces systèmes. Et enfin, il faut de la participation et de la contextualisation.
Bref, que l'outil soit adapté à la réalité locale. Vous voyez, chaque principe est en fait une réponse directe au danger qu'on vient d'identifier. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? S'il n'y avait qu'une seule idée à garder, ce serait celle-ci. L'humain doit toujours, mais alors toujours, passer avant l'algorithme. On peut voir l'IA comme un formidable copilote. Elle peut nous aider à analyser des tonnes de données, à y voir plus clair, mais elle ne doit jamais prendre le volant à la place des professionnels de l'éducation. C'est une aide, oui, mais ce n'est pas un arbitre. Le vrai défi, aujourd'hui, pour les directions d'école, ce n'est pas de signer un chèque pour la dernière technologie à la mode. C'est de devenir des questionneurs d'algorithmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir le capot, comprendre comment ça marche, débusquer les biais cachés, et s'assurer que l'outil va servir à émanciper, à libérer les potentiels, et non pas à contrôler les individus. Finalement, tout ça se résume en une seule phrase, qui est une sorte de boussole. Il faut mettre la technologie au service de la pédagogie et non l'inverse. Et on va se quitter sur cette question, qui est vraiment celle qui doit tous nous guider pour l'avenir. Comment faire pour que la technologie reste bien au service des élèves et pas seulement des systèmes? La réponse qu'on apportera à cette question, eh bien, c'est elle qui définira l'école de demain.